Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 20 avril, réunion du Comité permanent du Conseil sur les stratégies et les politiques publiques. Alors, comme d'habitude, c'est ce troisième lundi du mois est la soirée où nous recevons différentes présentations, autant d'organismes communautaires comme du personnel de l'Hôtel de Ville, pour avoir des discussions sur des discussions stratégiques et sur les différentes politiques publiques de la communauté. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Mme Marianne Tardy, directrice du Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick, à nous présenter son dossier. Alors, bienvenue à l'Hôtel de Ville de Dieppe et au Conseil municipal. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir ce soir pour vous présenter le CAFI, ça me fait très plaisir. Excusez, il faudra peut-être lever un peu le... C'est mieux comme ça? Peut-être le... Ah, ça. Ah, génial. Et puis de vous assurer de bien parler dans le micro pour les besoins de la traduction. OK, est-ce que vous m'entendez mieux là? Un peu plus fort. OK. Je disais donc, merci de me recevoir ce soir pour que je puisse vous présenter le CAFI, qui, comme vous l'avez justement dit, est le centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick. On est situé à Moncton, mais on couvre toute la région du sud-est du Nouveau-Brunswick. Je vais aller droit dans le vif du sujet et vous présenter l'équipe du CAFI. Donc, on est 9 employés. On a perdu dernièrement une employée au niveau du jumelage, Sophie Gaillet, mais qu'on espère pouvoir réengager très bientôt. Donc on a, comme vous pouvez le voir, de l'administration, accueil et établissement Sadek Oulkassi, qui s'occupe d'accompagner les nouveaux arrivants. On a un poste d'intégration économique qu'on est très fiers, qui nous permet de mieux intégrer, de faire de la rétention des nouveaux arrivants dans la région. Liaison famille-école, Isabelle Lavoie qui s'occupe de faire le suivi avec les enfants et les familles pour que l'intégration à l'école se passe bien. Intégration socio-culturelle, promotion des relations saines que vous connaissez bien puisqu'on a fêté les relations ici au Centre des Arts de Dieppe. Et on vous remercie beaucoup pour votre participation, c'était très précieux, puis la soirée a été vraiment un succès. Et puis communication qui m'a préparé cette belle présentation. Voilà. Voudra fonctionner. Voilà. Donc, accueil et établissement, ça peut aller d'aller chercher directement des nouveaux arrivants à l'aéroport. Quand on dit nouveaux arrivants, il faut savoir qu'il y a des résidents permanents, des travailleurs temporaires, des permis vacances-travail, des étudiants internationaux. On est financé essentiellement pour les résidents permanents, bien qu'on essaie d'accueillir le maximum de nouveaux arrivants. Donc, quand ils arrivent, notre agent d'accueil fait un plan d'établissement, c'est-à-dire qu'il voit avec eux tout ce qui est logement, transport, assurance sociale, médecin de famille, toutes les informations qu'ils ont besoin en arrivant. Et puis, c'est lui qui va rediriger après les familles vers soit Isabelle s'ils ont des enfants, vers les différents programmes que nous avons. Donc, comme vous le voyez, institution financière aussi, c'est souvent... difficile pour les nouveaux arrivants de comprendre qu'ici on vit sur un système crédit bancaire et puis qu'il faut avoir une cote de crédit puis tout ce genre d'informations. Donc il organise 1 à 2 fois par an des ateliers d'information, sessions 5 à 7, en invitant des banques ou des personnes, des comptables sur les impôts et les systèmes financiers. Aussi pour le permis de conduire, conseil sur la téléphonie mobile, ça paraît bête au départ, mais dans certains pays, quand on reçoit des appels, on ne paye pas. Donc c'est toujours un choc ici quand on dit « Ah, ben, j'ai reçu d'appels, pour qu'est-ce que je paye ?» Donc c'est toutes des petites choses qui sont différentes qu'il faut mettre au clair dès l'arrivée des familles. Ensuite, on a le réseautage et employabilité avec Danielle Viennot, qui, elle, fait en sorte que les nouveaux arrivants puissent très rapidement s'adapter à la vie et aux normes d'emploi et de travail du Canada. C'est très, très, très précieux parce que sans emploi ou sans ressources financières, disons, les familles ont tendance à quitter la région et à aller vers d'autres provinces qui peuvent leur donner du travail. Donc elle fait aussi un gros travail de sensibilisation auprès des entreprises de la région. On a fait venir aussi, je remercie d'ailleurs la ville de Dieppe qui a participé à
à la venue de Lionel Laroche. C'était le mois dernier et c'était une conférence sur les avantages liés à l'intégration des nouveaux arrivants dans une entreprise pour créer un milieu de travail inclusif. Et c'était un succès, il y avait une 60aine de personnes. Malheureusement, les entreprises n'ont pas répondu à cet appel, alors que c'était en premier lieu destiné à ces entreprises, pour justement les préparer à mieux accueillir les nouveaux arrivants. Il y a des différences culturelles qui font que simplement... c'est de la mal-communication, on va dire. Si la personne vient d'Amérique du Sud, il y a une hiérarchie très élevée, ce qui fait qu'elle ne va jamais contredire ou suggérer des choses à son patron et même pas de le regarder dans les yeux, alors que le patron va prendre ça comme quelqu'un de mal poli qui ne veut pas faire d'initiative. Donc c'est vraiment très important le travail que Danielle fait parce qu'elle prépare aussi les employeurs à mieux accueillir les nouveaux arrivants. Voilà. On a aussi des conversations anglaises. La majorité de nos nouveaux arrivants sont francophones ou allophones qui ont envie de devenir francophones, donc ils mettent leurs enfants dans les écoles francophones. Mais il faut absolument parler l'anglais dans la région pour pouvoir être compétitif par rapport aux autres candidats. Sinon, voilà, elle fait recherche d'emploi, préparation des entrevues, des ateliers. Elle fait beaucoup de réseautage aussi, puisque c'est quand même un point très très important ici, le réseautage. Et c'est comme ça qu'elle les accompagne. Il faut savoir que le CAFI Petite Pause ici a reçu l'année passée le prix du 3 juillet 1608, qui est une reconnaissance du Québec pour la persévérance et la vitalité francophone. On est très très fiers d'avoir eu ce prix, ce qui fait que le CAFI rayonne aussi à travers le Canada. Et on est invité régulièrement au Québec. On a été aussi invité à Vancouver pour justement faire des présentations, puisqu'on est dans un milieu bilingue et en minorité linguistique francophone, et ils sont très intéressés de voir comment est-ce qu'on fonctionne et comment est-ce qu'on accueille nos nouveaux arrivants et comment est-ce qu'on fait pour les intégrer et puis pour que ça se passe bien. Sa technologie. Liaison famille-école, très précieux aussi. Donc ça, c'est Isabelle Lavoie qui s'en occupe. Elle a fait en sorte que les familles allophones puissent inscrire leurs enfants dans une école francophone pour que très rapidement ils puissent devenir complètement francophones. Elle fait des camps de francisation pour que sur un été, ils ne perdent pas leur français et qu'ils maintiennent leur niveau de français, justement, pour ne pas me répéter, désolée. Et puis, c'est très précieux. Ça permet aussi de créer des liens entre les familles canadiennes, parce qu'il y a aussi des familles exogames, le père est anglophone et la maman francophone, et on veut que l'enfant puisse devenir complètement francophone. Elle fait aussi un travail très précieux avec les enfants de tout âge, de 0 à 18 ans. Elle a les petits crayons, ça c'est 0 à 5 ans. Et donc, c'est un parent, un enfant qui viennent tous les mardis matins. Il y a la moitié de Canadiens, la moitié d'immigrants pour créer des liens entre les diverses communautés. Et puis, c'est essentiellement une initiation au français à travers des jeux ludiques, des bricolages et des choses comme ça. C'est très précieux parce que ça brise l'isolement aussi de certaines familles. On a des nouveaux arrivants qui sont résidents permanents, mais on a d'autres qui sont réfugiés. Puis ils ont vraiment besoin d'avoir ce lien permanent hebdomadaire. Elle a aussi le club CAFI, ça c'est tous les 2 semaines, puis ça c'est les 5-11 ans. Là aussi, de temps en temps, elle invite toutes les familles pour faire un grand rassemblement et puis renforcer les liens. Et puis le groupe des jeunes, 12-18 ans, là vous avez pu les voir aussi à différentes activités parce qu'elles poussent en fait l'engagement communautaire. Puis ça fait chaud au cœur quand on voit ces jeunes de 16 ans qui s'engagent pour les relations saines, qui s'engagent à la maison de Nazareth, qui sont là et qui ont envie de s'investir dans leur communauté, même si ça fait à peine 6 mois, 1 an qu'ils sont là. Et c'est en les prenant déjà là qu'on peut créer une vie communautaire inclusive. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait beaucoup de choses, Isabelle. Elle fait aussi des sessions d'information auprès des écoles. Malheureusement, cette année, on n'a pas pu les faire parce qu'il y a eu 13 jours de tempête, 13 jours de fériés, ce qui fait que on a dû reporter à l'année prochaine, malheureusement. Mais c'est très bien parce qu'elle invite en fait des familles immigrantes à témoigner devant les enseignants, les professeurs, pour qu'ils se rendent compte aussi de la difficulté à s'adapter à un nouveau système scolaire, tant pour les enfants que pour les parents. Il y a des choses dans l'éducation qui sont diamétralement opposées.
Et c'est pour ça qu'elle anime aussi des ateliers sur les boîtes à lunch, les boîtes à dîner, pardon, les fêtes et occasions spéciales au Nouveau-Brunswick. On a des parents qui nous appellent, j'ai un problème, ma fille me dit qu'elle doit arriver à l'école avec les cheveux fous. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Ou elle doit aller à l'école en pyjama et ils ne comprennent pas forcément l'utilité de cette démarche et c'est pour ça qu'on fait ces ateliers. Là, on a préparé aussi des vidéos pour qu'aussi on puisse rayonner sur toute la province en partenariat avec d'autres centres francophones, Edmundston, Saint-Jean et Bathurst. Et puis les aides aux inscriptions parascolaires, sportives, culturelles, etc. Et puis là, on est en train de travailler pour des camps francophones cet été parce qu'on veut absolument que nos francophones gardent un niveau de français important et ne chiaquisent pas trop parce que ça énerve les parents. Et puis, on veut que ceux qui sont en cours de francisation puissent vraiment s'épanouir dans cette langue. Donc là, on a approché le YMCA qui va faire son premier camp francophone, le Boys and Girls Club qui va faire son premier camp francophone aussi. Donc on est très content qu'il y ait maintenant une espèce de panel de proposés aux nouveaux arrivants. Ils pourront choisir en fonction des budgets aussi, ce qui n'est pas facile parce qu'une famille qui vient ici avec 2-3 enfants, il n'y a pas de tante, d'oncle ou de grands-parents pour donner un coup de main pendant l'été. Et l'été est long, donc il faut pouvoir occuper ces enfants-là et puis qu'ils se sentent bien, qu'ils aient un sentiment d'appartenance, qu'ils aient envie de s'exprimer, de parler en français et puis de continuer leur vie dans ce sens-là. Voilà pour Isabelle. Après, on passe à Stéphanie qui s'occupe de l'intégration socio-culturelle. Donc elle a plein d'activités tout au long de l'année, pour tous les goûts, pour justement briser l'isolement, tisser des liens, renforcer, sensibiliser la communauté d'accueil. Et donc, par exemple, elle fait la ligue sportive tous les lundis soirs. On a autant de Canadiens que d'immigrants qui y vont. Et à travers le sport, mais non seulement ils ont une activité saine, mais en plus ils créent des liens. Puis c'est vraiment fort ce qu'ils ont parce que les gens qui s'inscrivent, ils viennent une fois, 2 fois et puis après ils viennent toute l'année. Elle fait aussi un midi, un pays que je vous conseille fortement. C'est une fois par mois, c'est sur le temps de midi, puis on peut se déplacer. Par exemple, on pourra en faire une devant le conseil municipal, on pourra en faire une dans les écoles, on peut en faire une pour les employés de la ville. À chaque fois, c'est un immigrant qui présente son pays avec un plat préparé par lui-même. Ce qui fait qu'on découvre le pays, la diversité culturelle, les différences à travers les yeux d'un immigrant qui vient de s'installer ici. Donc on a eu des pays, on a eu la Grèce, on a eu l'Iran, on a eu Tahiti, on a eu la Belgique, la France, le Japon, la Bolivie, enfin il y en a vraiment beaucoup. Et je vous conseille vraiment de venir une fois. Ça se passe pour le moment à la bibliothèque de Moncton. En général, c'est le premier mercredi du mois. Et on est très ouvert à faire ça à d'autres endroits puisque ça fonctionne et il y a de plus en plus de personnes qui viennent luncher sur le temps de midi avec nous. Elle fait aussi des ateliers de cuisine et ça, les Canadiens en raffolent. Et pour nous, c'est vraiment une manière de sensibiliser la communauté parce qu'à travers des bons aliments, une bonne convivialité, on peut leur parler des différences culturelles et puis de pourquoi les immigrants s'installent dans la région. On fait aussi une fête de Noël. On a à chaque fois à peu près 200 personnes. Encore une fois, briser l'isolement, sensibiliser la communauté d'accueil, resserrer les liens. Et ça se passe toujours très très bien. Les gens sont vraiment heureux de passer ce moment avec nous. On fait aussi des activités découvertes du patrimoine canadien. C'est très important que les nouveaux arrivants comprennent ce qui se passe et où ils vivent et pourquoi il y a 2 langues ici, pourquoi au Canada, qu'est-ce que c'est la fête nationale et tout le drapeau, d'où ça vient, l'histoire. L'année passée, on est allé à Grand-Pré et puis visiter le Pier 21 à Halifax. On fait ce genre d'activité. On a été aussi à la dune de Bouctouche. Là, on va bientôt aller au pays de la Saguine. On y est déjà allé, mais on y retourne parce que ça plaît beaucoup. C'est très important pour avoir un sentiment d'appartenance. Reconnaissance de nos bénévoles. Le CAFI ne serait pas capable de faire tout ce qu'il est en train de faire si on n'avait pas tous ces bénévoles qui s'engagent. On a des immigrants, on a des Canadiens, on a des nouveaux Canadiens et c'est précieux. Puis ça donne une touche humaine à tout ce qu'on fait. Et là encore, j'en profite pour remercier tous nos bénévoles. On en a à peu près 150 par an qui nous suivent. Il
Il y a des personnes qui s'engagent hebdomadairement, qui chaque semaine vont aller aider l'aide aux devoirs, par exemple, qui vont aider des enfants en difficulté scolaire ou des enfants qui sont allophones, qui ont besoin d'un soutien francophone pour pouvoir étudier. On a aussi nos bénévoles de conversation anglaise. On va commencer les conversations françaises aussi. Donc, merci à mes bénévoles. Voilà. Tout au long de l'année, on essaie d'être formé à différentes choses. Donc là, on est devenu formateur pour des créations de milieux de travail et de communautés inclusives. Premiers soins, santé mentale, gestion des conflits, art-thérapie. On fait en sorte d'être le plus formé possible pour pouvoir recevoir nos nouveaux arrivants et pour aussi sensibiliser les Canadiens. Les relations saines, donc vous avez participé au projet. On vous remercie énormément. C'est un projet qui a duré 2 ans, qui s'est terminé au 31 mars. On est en train de finaliser les rapports, les comptes rendus, les vidéos et les débriefings. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte qu'il y avait un besoin tant du côté de la communauté d'accueil des Canadiens que des nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, c'est évident qu'ils doivent comprendre comment ça fonctionne ici, que la femme n'est pas forcément à la maison à s'occuper des enfants et puis à faire à manger. Elle a d'autres choses à faire ici. Donc, par exemple, on avait créé aussi un atelier marmiton pour initier les hommes à la cuisine et aux tâches ménagères, qui a bien fonctionné. Et les femmes sont très contentes, d'ailleurs. Il y a eu des créations aussi d'œuvres artistiques pour que les hommes réfléchissent sur la conception de la femme et puis des relations saines. Les jeunes se sont investis là-dedans aussi. Ils ont fait un livre qui va arriver bientôt. On va faire un lancement au mois de mai. Et c'était très intéressant de voir justement ces adolescents qui avaient envie de partager ça. En fait, ils ont assisté au témoignage d'une victime de violence. Puis ça les a tellement bouleversés qu'ils ont décidé qu'eux voulaient faire quelque chose. Donc ils ont été formés pour faire des présentations dans les écoles. Ils ont écrit un livre avec des illustrations. Et puis ils ont travaillé avec le district scolaire et puis le centre de ressources Beau Séjour pour pouvoir sensibiliser le maximum d'hommes et de garçons à la violence qui est faite aux femmes et aux filles. Puis on a vu aussi du côté des Canadiens, donc ce livre est fait autant par des Canadiens que des immigrants, mais on a vu que du côté des Canadiens, il y avait encore trop de violences faites aux femmes. Par exemple, plus de 60% des hommes dans un sondage au Nouveau-Brunswick, donc des hommes francophones, ont dit que c'était normal de gifler leur femme après une dispute. Donc c'est là qu'on voit que non seulement il y a un travail à faire au niveau des nouveaux arrivants, mais de la communauté d'accueil aussi, malheureusement. Et donc on essaye en ce moment d'aller chercher des fonds, des bailleurs de fonds, des projets pour pouvoir continuer, parce que c'était un projet ponctuel de 2 ans, mais on a vu qu'il y avait énormément de choses à faire, et puis qu'on a pu aider aussi des femmes qui sont ici, et puis ça ne se passe pas bien avec leur mari. On a eu quelques cas comme ça, et qui n'osent pas le dire, qui n'osent rien faire parce qu'elles se disent qu'elles vont être expulsées si elles disent quelque chose. Donc on est là aussi pour pouvoir les rediriger vers les centres appropriés, puis de les accompagner du mieux qu'on peut, mais sans prendre position. Voilà, ça c'était pour les relations saines, et puis ça c'était Amina Mesdour. Malheureusement aussi, elle va nous quitter fin de ce mois. Et puis c'était un excellent travail qui avait été débuté par Lakshman Jalekita, qui nous a quittés aussi, qui est allé vivre au territoire du Nord-Ouest, il me semble. Donc voilà, encore des Canadiens et puis des nouveaux arrivants qui s'en vont, pardon. Et puis je continue. Communication et développement communautaire. Là aussi, pour nous, c'est très important de pouvoir communiquer avec toute la population. Donc, on a un site internet qui va être revisité et qui nous est très utile pour être visible non seulement dans la région, dans la province, au Canada et même à l'international au niveau du recrutement et puis de l'attraction. On a un bulletin d'information qui sort tous les mois, en début du mois. C'est très précieux parce que ça nous donne l'opportunité de dire toutes les activités qu'on fait, mais aussi de tout ce que fait la communauté dans la région, de leur dire aussi toutes les bourses qui sont disponibles, de leur parler aussi des histoires à succès, des entrepreneurs qui sont venus s'installer ici et puis qui ont réussi, qui se sont lancés,
Et de parler aussi des organismes qui sont partenaires, de parler aussi de nos bénévoles. Chaque mois, on sort le bénévole du mois. C'est une manière pour nous de les remercier. Et puis, on a aussi le mail du lundi. Ça, c'est du comme on dirait, du one-to-one. Mais c'est vraiment précieux parce que ce mail-là est très court et il permet d'aller à l'essentiel de l'information. Et généralement, quand on donne une information sur ce courriel-là, les inscriptions suivent derrière. Pour la sortie à Peer 21, on avait eu en 2 jours, je pense, 70 inscriptions. Et donc, c'est très précieux. On a à peu près 1600 membres sur la région du Grand Moncton. La recherche de nouveaux partenaires est très, très importante. On essaie aussi de consolider ceux qu'on a déjà. Encore une fois, sans les bénévoles, sans les partenaires, sans vous qui nous aidez, on n'arriverait pas à faire tout ce qu'on fait. Ça, c'est la couverture du bulletin. Comme vous voyez, donc on a aussi la personnalité du mois, la bibliothèque, c'était à ce moment-là. On parle aussi toujours, on fait un petit dossier du mois on a beaucoup parlé de l'hiver, évidemment, ces derniers mois. Comment garder la forme, comment gérer son char, comment ne pas déprimer, mais aussi les pousser à faire des activités extérieures. D'ailleurs, on organise des balades en raquettes, on est allé faire la tire à l'érable et des choses comme ça pour qu'ils s'habituent au froid. Mais pour certains, vous rigolez, mais pour certains, c'est vraiment un choc non seulement thermique, là, mais aussi un choc de ne pas pouvoir faire tout ce qu'ils veulent faire dehors comme habituel, d'ouvrir les fenêtres et des choses comme ça. Ah, mais ça, c'est notre slogan. Laissez-nous le plaisir de vous accueillir dans la région. Voilà, je suis à votre disposition pour toute question. Et puis, évidemment que nous souhaiterions un rapprochement avec la ville de Dieppe, éventuellement d'avoir des services ensemble et puis de pouvoir collaborer non seulement sur les nouveaux arrivants qui habitent dans votre ville, mais également sur les Canadiens. Alors, merci, Madame Tardy. Question de la part des membres du Conseil. Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Merci bien, Madame, pour être ici ce soir. C'est moi qui vous remercie. Avez-vous pu établir c'est quoi votre taux de rétention de personnes, de nouveaux arrivants qui s'installent dans la région? Gardez-vous cette statistique pour savoir combien demeurent 2 ans, 3 ans, 5 ans qui sont ici depuis longtemps? Oui, c'est très difficile d'évaluer le taux de rétention puisque le service civil ici n'enregistre pas dans les municipalités les habitants. Donc, on peut se référer aux taxes. Et au niveau des taxes, il y aurait 63% de taux de rétention. Ça, c'est des chiffres qui sont avancés par Michael Hahn de l'université. Encore une personne qui est en train de partir et qui s'en va en Ontario. Nous, on a besoin de faire de la rétention tant chez les nouveaux arrivants que chez les Canadiens et spécialement chez les jeunes, je pense. Donc on est conscient de ça. Moi, je dis toujours que les statistiques sont des êtres sensibles qui, soumis à la torture de leurs bourreaux, fournissent toujours un avis favorable. Donc je me méfie des statistiques. Je regarde sur le terrain et sur le terrain que je vois, s'ils ne trouvent pas de travail, si au niveau financier ça n'arrive pas à suivre, malheureusement ils quittent la province. Au niveau de tout le reste, famille, école, socioculturel, bien-être, les gens apprécient de vivre ici parce qu'il y a une qualité humaine, une qualité de vie qu'il n'y a pas ailleurs. Et donc, il faut qu'on travaille vraiment sur l'aspect économique, tant chez les entrepreneurs que chez les personnes qui cherchent du travail. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Godette. Merci, Madame Stéphanie, pour votre présentation. J'ai eu l'occasion d'assister à les mercredis, là, les premiers mercredis du mois, midi, avec les différents pays. C'est toujours intéressant. Et d'autres ateliers qui sont présentés. On pense souvent que le CAFI, c'est, comment je dirais ça, le vis-à-vis ou l'en face de Magma, mais c'est pas ça et c'est une chose que vous avez à faire reconnaître votre rôle particulier vis-à-vis les francophones particulièrement et les arrivants des pays francophones. Puis dans les ateliers où c'est essentiellement ça, c'est surprenant de voir la surprise
des Canadiens ou de ceux-là qui pensent, qui connaissent toutes les coutumes de ceux et celles qui arrivent, mais qui sont étonnés de voir que tout d'un coup, comment ça se fait que tu ne comprends pas ça? Alors, c'est une question d'adaptation, c'est une question de... dans bien des cas, j'ai constaté que c'est une question de se le faire dire, parce que les nouveaux arrivants n'ont pas connaissance de nos façons de fonctionner. Puis ça, c'est vraiment une difficulté. Ça peut être aussi simple que d'aller à l'institution financière où nous autres, on prend ça simple, que archi simple d'utiliser l'autobus. Mais ça ne l'est pas simple dans ceux qui arrivent dans une façon différente de faire. Alors, merci pour faire constater ces choses-là chez nous. Puis, c'est certain que vous avez un défi particulier du côté francophone pour la rétention des nouveaux arrivants et aussi en collaboration avec le district scolaire francophone. Ils ont traîné la patte un peu, puis je me rappelle comment il fallait les stimuler, mais c'est mieux maintenant, mais c'est encore un défi. Puis je remarque que plusieurs des nouveaux arrivants qui pourraient ou qui devraient envoyer leurs enfants dans le système francophone ne le font pas. Puis je pense que c'est malheureux pour notre proportion française ou francophone de la province. Alors merci pour tout votre travail et je reconnais que les générations de vos employés sont souvent courtes. Vous avez un roulement de personnel assez important et puis je vous souhaite bonne ténacité. Merci, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci, M. Godette. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi aussi, je veux vous remercier, Marianne, pour votre présentation. Et aussi, merci pour votre présence dans notre milieu, parce que c'est un service qui était dû depuis longtemps pour les francophones. Contrairement à ce que M. Godette dit, que le district francophone traînait de la patte, je pense que le district francophone n'était pas aidé par l'autre organisme qui s'appelle Magma, qui envoyait les enfants, qui soient anglophones, francophones, il les envoyait vers les écoles anglaises. Alors, je pense que votre arrivée dans le milieu a beaucoup aidé les francophones et je suis impressionné par tous les services que vous avez développés au cours des années parce qu'au début, il n'y en avait pas autant que ça. Mais je pense que vos services sont vraiment utiles et vraiment, il faudrait que toutes les régions aient des amis comme vous pour aider les immigrants à s'intégrer. On a encore beaucoup de projets. Hein. Merci. Oui. On a encore beaucoup de projets. Puis juste pour parler 2 secondes du district scolaire puis de Magma. D'abord, le district scolaire, vraiment, il y a eu un rapprochement dans les derniers mois qui est vraiment très, très important. Ils font aussi maintenant du recrutement francophone. Ahmed Snibert et Steve Lapierre font vraiment un travail précieux. Puis du côté de Magma, je dois dire qu'il y a aussi maintenant une ouverture pour de la collaboration. Puis ça change tout. C'est maintenant, on va pouvoir collaborer. Et puis ça va vraiment faire la différence. Je le sens déjà sur les quelques mois qui se sont passés, qui se sont déroulés. Je vois vraiment qu'il y a une volonté maintenant de garder nos francophones et puis de les d'aider les francophiles à devenir francophones. Et si vous avez des activités que vous voudriez faire à Dieppe, ne vous gênez pas pour nous le demander. Je ne vais pas me gêner, je vais venir lundi prochain. Merci beaucoup. Merci bien. Madame la conseillère Dallaire. Merci, Monsieur le maire. Merci pour la présentation. Je me rends compte qu'on est vraiment choyé de la région d'avoir le CAFI ici pour aider à installer nos nouveaux arrivants francophones et francophiles. Je parlais avec quelqu'un en fin de semaine qui me disait que les régions de la province n'ont pas un service du genre pour aider avec l'installation.
Puis elle me disait aussi qu'il y a une campagne tout de suite pour essayer d'aider d'autres municipalités où il n'y a pas des services pour faciliter l'installation, de travailler avec les municipalités. Puis moi, je serais personnellement intéressée d'en apprendre plus à ce sujet, puis de voir comment est-ce que la municipalité de Dieppe pourrait aider dans ce processus-là. Ah, parfait. Je pense que vous avez reçu tous mes cartes d'affaires, hein? Non? Oui. Ok, parfait. Ben, il suffit de m'envoyer un courriel. Parfait. D'ailleurs, je voudrais aussi, en parlant de municipalité, saluer votre appui sur la semaine dernière sur le vote des immigrants au niveau municipal. C'était vraiment une très, très bonne nouvelle. Puis on espère que le dossier va s'en aller plus loin. Et puis, comme je disais sur mon Facebook, j'aimerais bien que Dieppe devienne le chef de file du Canada dans la matière. Ce serait vraiment merveilleux. Et puis, ça développerait justement l'attraction, la rétention en se disant hey, ici, ça bouge. Et puis, on a envie d'intégrer puis d'avoir une communauté inclusive. C'est tout? Merci. Merci. Je ne vois pas d'autres demandes d'intervenants. Alors, encore une fois, Madame Tardy, Marianne, merci pour le travail que vous faites. On s'est vu d'ailleurs à la conférence de M. Laroche, Daniel, qui était une excellente présentation. Puis, comme vous l'avez si bien dit, c'est regrettable qu'il n'y ait pas eu vraiment les organisations qui étaient visées essentiellement, qui étaient les employeurs et les organisations d'employeurs. Peut-être une suggestion, ce serait peut-être de leur faire parvenir une courte présentation, une courte portion de la présentation de M. Laroche, en particulier lorsqu'il parle des différences culturelles entre, évidemment, les nouveaux arrivants et la culture nord-américaine. Puis, comme il l'a signalé lui-même, même la différence entre le Canada et les États-Unis. Comme tel. Il y a des différences culturelles au niveau du travail que j'ai vécu parce que j'ai été travailler aux États-Unis durant 3 ans comme directeur d'une usine de fabrication. Et croyez-moi, lorsqu'il en a parlé durant sa conférence, ça m'a vraiment frappé, cet élément-là. Il faudra continuer évidemment ce travail avec les employeurs parce que, comme vous l'avez si bien dit, l'intégration dans la communauté commence par une job. Puis, ça s'applique pas seulement évidemment aux nouveaux arrivants, mais aussi à nos jeunes qui ont tendance à partir dans la province. Merci pour votre sensibilisation. Merci beaucoup. Vraiment, merci de tous vos messages. Ça fait chaud au cœur. Et puis, on continue le travail et puis on vous contacte bientôt pour tous les autres projets. Merci bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Prochain item à l'ordre du jour, je crois, c'est Mesdames Annie Duguay et Pauline Cormier pour discuter de la nouvelle politique A37 concernant les demandes de commandite et L20 sur les demandes de dons. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, membres du conseil. On est ici ce soir pour vous présenter 2 propositions de politique, soit une sur les demandes de commandite et une deuxième sur les demandes de dons. Donc, les objectifs de ces nouvelles politiques, c'est que toutes les subventions qu'on octroie à la Ville de Dieppe soient encadrées par des politiques municipales. On a réalisé que la majorité des subventions qu'on offre présentement sont encadrées par des politiques, mais pour ce qui est des dons et des commandites, ce n'était pas le cas. C'est ce qu'on propose de faire pour que toutes les demandes qu'on reçoit soient traitées de façon juste et équitable, donc évaluées de la même façon. Donc, pourquoi ces nouvelles politiques? C'est afin d'avoir des critères précis pour faciliter la prise de décision, pour s'assurer qu'une demande n'est pas traitée par plus d'un service, comme ça arrive parfois présentement, la même demande est présentée à 2 différents services, et aussi pour s'assurer que les contributions qui sont faites sous forme de services, d'articles promotionnels, de location de salles à tarif réduit soient pris en considération lors de l'évaluation des demandes.
Donc, tout d'abord, la politique sur les dons, c'est offrir un soutien financier aux organismes à but non lucratif qui contribuent au mieux-être, à l'avancement, à l'épanouissement et à la qualité de vie des résidents de Dieppe. Peut-être ici juste préciser que cette politique-là, ce n'est pas les octrois non commis, ça c'est autre chose. C'est plutôt les demandes qui ne cadrent pas dans les politiques qui existent présentement. Celle sur les commandites, c'est pour offrir aux organismes à but non lucratif qui organisent un événement la possibilité de recevoir une contribution financière en échange d'une visibilité de la municipalité dans la promotion de l'événement. Donc, ce qu'on propose comme démarche à suivre pour une demande de financement, on aurait des formulaires qui seraient disponibles sur le site web de la municipalité et aussi que les demandes répondent à tous les critères qui sont dans les deux politiques. Donc, si vous avez des questions sur celles portant sur les commandites, je peux y répondre à l'instant. Puis par la suite, Pauline viendra vous voir pour celles sur les dons. Merci, Mme Duguay. Question, Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Vous parlez de commandites. Est-ce qu'on parle ici toujours d'événements qui auraient lieu ici à Dieppe? Ce qu'on propose dans les critères, c'est qu'au moins 51 % des activités sont tenues à Dieppe ou encore que c'est un organisme qui offre des services à Dieppe, qui ne seraient pas offerts autrement, comme quand c'est des organismes qui couvrent le Grand Moncton, mais que leur bureau est à Moncton et ils offrent des services à Dieppe, aux résidents de Dieppe, ils peuvent être considérés pour une demande de commandite. Okay. Si je comprends bien, une commandite, c'est tout simplement un support financier qui donne à la municipalité l'opportunité, évidemment, de se dévoiler, de se montrer à l'extérieur, à l'intérieur ou à l'extérieur. Je pense en termes d'une commandite qui serait demandée pour un groupe qui va s'éloigner, qui va aller à l'extérieur, mais il représente, c'est des jeunes ou c'est un groupe de la ville de Dieppe. Est-ce que ça serait évidemment, ça ne s'encadrerait pas à l'intérieur de cette politique ici? Si c'est un groupe de l'ex qui va à un événement, on a d'autres politiques qui couvrent ce type de subvention-là là, pour les groupes. Alors ici, c'est des activités qui vont avoir lieu à Dieppe ou qui rencontrent des critères d'implication ou un montant d'événements qui vont avoir lieu ici à Dieppe. Exactement. Okay. Puis la majorité du temps, les demandes qu'on reçoit, c'est très ponctuel. C'est des événements, une association qui reçoit le congrès provincial pour cette année demande une commandite de la ville de Dieppe. Bien, l'an prochain, ça va être à un autre endroit. Donc, la majorité des demandes, c'est plus le ponctuel. OK. C'est beau. Merci, M. le maire. Merci. Mme Dallaire. Merci, M. le maire. C'était, en lisant la politique comme telle, on parle de quand ce que la demande ne cadre pas nécessairement à l'intérieur de la politique, aussi que la demande en termes de financement est trop élevée pour le budget, qu'elle ne sera pas nécessairement évaluée. Je voulais juste m'assurer, parce que ce n'est pas clair dans la procédure, qu'elle sera acheminée de nouveau à l'organisme. Comme ça, c'est que la demande n'est pas complète, ils auront la chance de la compléter ou de réévaluer le montant pour... Oui. OK. Merci. Merci. D'autres questions? Monsieur le conseiller Godette. Dans le cas des groupes qui vont présenter un événement, ça peut être un groupe culturel, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être une chorale, ça peut être, je ne sais pas, dans quelle catégorie que ça tombe, là? Je pense que c'est commandite dans la plupart des cas. Je me suis fait dire qu'il n'y avait pas de politique qui encadrait ça, parce qu'il y en a qui ont fait des demandes dans les dernières années, puis ils n'étaient pas éligibles. Est-ce que ça rend au moins possible la considération de leur demande? C'est sûr que s'ils offrent une visibilité à la municipalité en échange, déjà là, le premier critère est rempli. C'est souvent ce qui arrive, les gens, quand on les refuse, dans la très grande majorité, les quelques fois qu'on les refuse, c'est parce qu'ils n'offrent aucune visibilité à la ville, donc ce n'est pas une commandite par sa définition. Mais s'il y a une visibilité qui est offerte à la ville et que les autres critères sont satisfaits, oui, ils pourraient certainement être éligibles à cette politique-là.
Parce que dans bien des cas, c'est un apport culturel qu'on n'aurait pas l'occasion d'avoir autrement. Mais ils passent une fois ou 2 ans ou 3 ans, puis ils n'ont pas cette, je dirais ça, cette habilité-là ou cette connaissance-là qu'il faut être accrédité. Ils peuvent aussi possiblement être admissibles à la politique sur les accueils d'événements aussi. Politique sur? Les accueils d'événements. Ah. Donc, c'est ça. Ici, on parle uniquement de commandite, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi plusieurs autres politiques qui existent pour d'autres activités ou événements qui ne cadrent pas dans celle-là. OK. Merci. Et M. Béliveau. Merci, M. le maire. Ça me porte à vouloir demander, est-ce que l'individu qui se trouverait, l'organisation se trouverait à faire une demande pour te commandite, mais qui n'entre pas à l'intérieur des critères de ce programme, non plus. Sera avisé que vous répondez peut-être pas celle-ci, mais il y a des éléments dans lesquels vous décrivez qui pourraient vous permettre d'obtenir du financement ou une commandite sous un autre programme. Alors, la question est, est-ce que ça sera su assez par le personnel qui vont recevoir la demande, qui vont être capables de la placer ou la diriger dans la bonne direction? C'est déjà la pratique à l'interne, même si on n'a pas une politique officielle qui existe sur les commandites. Si je reçois une demande qui me semble plus cadrée avec les autres politiques qu'on a déjà, je vais les diriger vers le service des loisirs et vice-versa. On a déjà cette collaboration-là, puis on ne va pas juste éliminer quelqu'un parce qu'il n'a pas frappé à la bonne porte. Là. On va les diriger vers la bonne porte. Puis ce n'est pas nécessairement des demandes qui ont été reçues au moment que les budgets pour l'année suivante sont en train d'être préparés. Ça peut être reçu au courant de l'année. Tout à fait. On demande ici au moins 30 jours à l'avance, 30 jours ouvrables avant la date de la tenue de l'événement si c'est une somme qui est inférieure à 500 $ et 60 jours ouvrables si c'est une somme supérieure à 500 $. Merci. Mais dans la majorité des demandes de commandite, on s'entend que les gens ne savent pas nécessairement un an à l'avance qu'ils vont avoir un événement ou qu'ils ont besoin de sous. Là. Est-ce que ces demandes-là vont toutes se rendre au conseil? Ou les demandes qui ont été retenues? On va vous faire parvenir un rapport trimestriel pour au moins que vous sachiez si combien de demandes on a reçues, lesquelles ont été acceptées. Est-ce qu'on va recevoir aussi ceux qui ont été évalués mais qui ne rencontraient pas les critères? Oui, on pourrait les ajouter aussi à la liste. C'est beau. Merci, M. le maire. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, merci, mesdames, pour votre représentation. Mme Cormier va venir La vous voir deuxième portion, excusez-moi. Pour les dons. Bonsoir, M. le maire. Je demande des conseils. Je vais vous laisser poser les questions si vous avez des questions sur la politique, comme Annie a présenté, la L20, qui est une nouvelle politique pour les dons. Puis la liste qu'on fait référence, c'est peut-être la liste qu'on vous donne en janvier, qu'on passe au conseil au mois de janvier. C'est on essaie d'encadrer toutes les politiques ou toutes les demandes de subvention d'une politique. Donc, ça fait référence un peu à cette partie-là. Donc, si vous avez des questions. Question, Mme Dallaire. Merci. Je vois de la politique, c'est proposé que les demandes doivent être soumises par le 31 août de l'année précédente. Pour les organismes qui savent d'année en année qu'ils vont faire une demande, c'est réaliste, mais qu'est-ce qui arrive pour les demandes de dons plus ponctuelles que les organismes ne seront pas nécessairement en mesure de soumettre une demande autant l'avant? Des fois, ça pourrait être jusqu'à 1 an et demi et plus à l'avance. On va quand même les évaluer, mais s'ils sont évalués positivement ou même négativement, dans leur lettre, on met toujours que la prochaine demande pour l'année suivante, s'il vous plaît, la faire avant le 31 août. Pour que nous, on puisse plus se fixer dans les budgets. C'est tout. Mais on ne refuserait pas de demandes que les critères sont remplis, non. Okay. Ça peut être stipulé un petit peu plus clairement à cet effet-là. Moi, si je serais un organisme communautaire puis je lirais ça, moi, je me bauderais même pas de soumettre des demandes parce que je penserais que j'aurais manqué la date. Pas de problème. Merci, ça sera pris en note. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des membres du Conseil? C'est bon. C'est tout. Merci.
Ça n'a pas été trop pénible? Non. C'est bien. Merci bien. Alors, prochain item à l'ordre du jour, révision de la politique de partenariat. Avec la politique sur L13, partenariat avec le secteur associatif, c'est que cette politique, elle existe depuis 2002. On a voulu la renouveler puis la vraiment mettre à jour, si vous voulez. Depuis 2002, en 2010, on a établi la politique aussi L16, qui accueille d'événements. Puis il y a plusieurs choses qui tombent de la politique L13, qui tombent de la politique L16 maintenant. C'est pour ça qu'on a voulu la renouveler. Donc, je vais la passer la présentation. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Nous, la politique que je vais vous passer avec vous autres, c'est les objectifs de cette politique, ou cette nouvelle politique, si vous voulez. Nouvelle catégorie, puis là, après ça, naturellement, les questions, les commentaires. Donc, l'objectif, nous, c'est de réaliser d'aujourd'hui dans notre appui technique au niveau de partenariat avec le secteur associatif que la ville de Dieppe donne. C'est vraiment la réalité de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est inclure aussi les demandes d'événements, courses, marches, les rôles, toutes ces courses-là. Depuis 2 ans passés. Avant ça, on n'avait pas beaucoup de demandes des courses, mais depuis 2 ans, on a eu 6 demandes de courses, des fermetures de rue partielles ou des demandes d'appui technique. Donc, 2 ans passés, on a eu 6. L'année passée, on a eu 7. Ça fait que ça augmente à chaque année. On a trouvé bien qu'on cadre bien cette demande-là, parce que c'est quand même la sécurité de nos gens aussi dans nos rues. Donc, on a voulu inscrire ces politiques ou cette catégorie-là dans notre nouvelle politique. Les nouvelles catégories qui seraient dans la politique n'étaient pas avant. Avant, c'était plutôt ça semblait plutôt sous forme de commandite ou des argents qu'on remettrait. Mais maintenant, on parle d'aucunement d'argent, on parle de définition des termes, les critères d'admissibilité, les particularités à suivre pour un appui de la ville, puis aussi il n'y a aucune contribution financière de cette politique, parce que maintenant, on l'a de la L16. Donc, la L13, c'est vraiment le partenariat avec nos groupes. Ça fait que, je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires, si vous voulez avoir des choses plus précises, mais vraiment un exemple que je peux vous donner qui tombe là-dedans aussi, nos événements qu'on a, nos activités, c'est le Vélotour. On donne un appui technique au Vélotour, aucunement d'argent de subvention qui est remis, mais ils ont quand même un appui, ils ont les employés, les ressources humaines sont là, les équipements. Donc, nous aussi, avant qu'on ait une demande de course dans nos rues, c'est souvent qu'on n'avait pas de... On suivait, on parlait avec les travaux publics. Maintenant, on implique tout le monde. Les travaux publics, les pompiers, les polices, il y a de tout ça pour s'assurer que c'est sécuritaire, les demandes de courses. Naturellement, il y a encore des courses qui se font sans qu'on ait de demande, mais on essaie de les encadrer le plus qu'on peut avec les courses qu'on sait qui se passent dans nos rues. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil suite à la présentation? Question, Mme Dallaire, suivie du conseiller Béliveau. Merci, M. le maire. C'était par rapport à la demande d'assurance responsabilité civile. Je sais qu'il y a un élément, des fois, qu'on demande 5 millions, puis des fois, on demande 2 millions. Je voulais juste faire sûr que ce qu'on demande est consistant avec les autres politiques qu'on demande. Oui, nous, on a parlé avec les assurances, justement, de la ville, de ce côté-là. Puis 2 millions étaient suffisants pour les courses et les autres activités, parce que souvent aussi, c'est les dimanches matins. Donc, le nombre ou la chance de gros accidents, si vous voulez, 2 millions est suffisant. Puis, on demande aussi, on suit pas mal cette politique, les démarches, depuis 3 ans, depuis 2 ans, les 2 dernières années. Puis, ça va très bien. Du côté aussi des assurances, ils les ont. Pas mal tous les organismes l'ont. Ça fait que, sur ce côté-là, on n'a pas de problème. Parfait, merci. Merci, M. le conseiller Béliveau. Merci, M. le maire. J'ai bien compris que cette politique-là n'implique pas la remise d'argent. C'est bien ça. Dans ce cas-là, à notre page 51, les services offerts par la municipalité, ça indique un maximum de 250 $ d'achat de publicité. Est-ce que c'est la ville qui achète de la publicité pour l'événement? À quel article c'est? C'est collaborateur. C'est à notre page 51, un document de 2 pages. 2 de 6 pages. Ça, c'est l'ancienne politique. C'est elle qu'on veut abolir pour mettre la nouvelle politique. OK, correct. Oui. C'est
bien beau. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, merci pour la présentation de cette nouvelle politique qui nous sera sans doute amenée pour présentation au Conseil et lecture et tout le tralala. Merci. Merci. Prochaine discussion, prochain item, je crois qu'on parle de budget participatif. Monsieur Richard. Et invité. Alors, bonsoir, Monsieur le maire, conseillers, collègues et résidents qui nous surveillent à la maison. La présentation de ce soir a pour but de vous présenter les grandes lignes des recommandations provenant du comité directeur du projet du budget participatif. On souhaite aussi susciter vos commentaires afin de procéder prochainement, soit le 11 mai, avec une recommandation formelle pour résolution et adoption du conseil municipal quant à ces grandes lignes-là. Donc, comme il vous a été présenté lundi dernier, les membres du comité directeur ils se sont réunis récemment afin de délibérer en présence de nos consultants de New York, de PBP, du budget participatif, pour arriver à un consensus de ce qui vous est présenté ce soir. Il y a encore quelques petits détails à finaliser, mais on a quand même des grandes lignes de ce soir pour faire ça. Donc, pour vous parler de ces résultats, je vais inviter dans quelques minutes là, nos deux porte-paroles du groupe. Mais pour commencer, pour mettre les choses en contexte, nous avons 4 groupes d'acteurs au projet du budget participatif, chacun ayant un rôle distinct et important. Donc, en premier lieu, le conseil municipal, comme vous le savez, dans cette démarche ici, son rôle, c'est principalement d'adopter les grandes lignes directrices du processus et aussi le montant qui va être affecté à la démarche du budget participatif. Ce qui, on l'espère, se fera le 11 mai prochain. Le comité aviseur, lui, il est composé d'employés, puis de nos consultants PBP. Puis son rôle, c'est principalement de coordonner toute la logistique qui entoure la démarche et aussi d'appuyer les bénévoles dans leur réflexion et dans leur activité tout au long du processus. Le troisième groupe, pas nécessairement en mode d'importance, mais le comité directeur, lui, il est composé de 14 résidents-résidentes et de 3 conseillers non-résidents. Puis son rôle est principalement de faire des recommandations au conseil municipal par rapport aux lignes directrices de la démarche et par la suite de guider le processus en assurant le respect des paramètres tels qu'adoptés par le conseil municipal. Et finalement, on a les comités de travail. Ces comités de travail-là, ils seront composés, on l'espère, de nombreux résidents et résidentes intéressés à contribuer au processus. Le rôle principal de ces gens-là, ça va être de prendre les idées puis de bâtir des projets autour de ça. Mettre un peu de la viande sur l'os, si vous voulez, pour enfin présenter ces projets-là au public pour un vote à l'automne. Donc, c'est un peu les grandes lignes des 4 groupes d'acteurs. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces 4 groupes-là puis leurs responsabilités? Non, je vois aucune lumière s'allumer. Je pense que déjà, ça veut dire qu'on comprend. C'est long. Je sais qu'on vous répète le message beaucoup dernièrement, mais là, je vais céder un peu la parole à nos 2 porte-paroles, 2 fiers résidents-résidentes de Dieppe, Mme Nadine Duguay et M. Dominique Bélanger. Bonsoir, Monsieur le maire. Conseiller. Bonsoir, Mme Duguay. Monsieur Bélanger, re-bienvenue au pays. Là. Oui, c'est ça. Alors, juste avant de commencer avec les recommandations du comité, je voulais peut-être souligner, vous n'avez pas cette diapo, mais juste parler un peu des buts de ce processus-là, parce que ça a été quelque chose de discuté quand même, puis on trouvait ça intéressant. Donc, on est ressorti vraiment avec 3 buts principaux, puis je vais juste vous les énumérer brièvement. Je pense que vous serez tous en accord avec ça, à moins que je me trompe. Mais le premier qui est que ceci, c'est un processus éducatif et inclusif pour les résidents de Dieppe. Et puis, on va engager, c'est vraiment de l'engagement communautaire à son meilleur. Ça va renforcer la communauté, évidemment. Et puis, ça va créer ce sentiment d'appartenance à Dieppe.
Puis enfin, ça va être un très beau modèle pour ce qu'on appelle du open government, hein, de la transparence gouvernementale. Fait que ça, c'est les grands buts. Je pense que c'est assez, comme on dit en anglais, straightforward, hein, ça y va. Est-ce qu'il y a des questions concernant ça? Ça va? Je cède la parole avec Dominique. Ça va. Oui. Vous avez la première diapo qui dit le processus du projet de budget participatif et les dates du vote. En fait, tel que mentionné par M. Richard tout à l'heure, on aimerait passer au vote dès l'automne, donc au mois de novembre. Un petit peu les étapes. On a la première étape qui est les étapes des idées. Donc, on aimerait dès débuter le mois de mai jusqu'au mois d'août pour les idées. Ça veut dire qu'est-ce qu'on ferait? On aimerait solliciter les gens par divers moyens pour les rencontrer ou plutôt les inciter. Qu'est-ce que vous feriez avec un montant X dans votre communauté? Donc, on veut qu'ils soient créatifs, innovateurs. On a une communauté qui est créative et innovateur. On veut maintenant les engager dans cette voie-là. Toutes les idées sont bonnes et puis les résidents peuvent soumettre leurs idées lors des rencontres publiques à venir, puis ça sera organisé par le bureau, le budget participatif. On va toucher le web en personne aux installations municipales et aux autres endroits. Donc, il faudra vraiment bien publiciser cette partie-là. Les détails sont à venir. Justement, le bureau directeur, il travaille là-dessus. L'étape 2, juin à octobre, là, c'est la réalisation. Donc, tes projets, les résidents se rencontrent pour développer les idées. Le projet, ils choisissent les projets qui seront mis à la disposition du vote du public. Donc, on fait des choix. Les rencontres hebdomadaires pour environ 8 semaines. Donc, c'est sûr qu'on est en train de développer cette partie-là, mais on a, comme M. Richard dit, on a une équipe aussi qui travaille avec nous. Et l'étape 3 en novembre, qui est l'étape de réalisation, de conclusion, c'est que les projets sont faits. Maintenant, on doit passer au vote. Donc, la communauté va s'entreprendre et va voter pour les projets qu'elles veulent voir réalisés dans leur communauté. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au processus, le vote? Donc, on vise novembre. Question, Mme Dallaire. Juste pour clarifier, j'ai peut-être mal compris. Recevoir les idées, ça va être de mai à août. Oui. Puis vous avez dit que l'élaboration, ça va être de juin à octobre ou ça va être de août à octobre, juste pour clarifier. Oui. Pour le moment, c'est l'ébauche préliminaire. Donc, ce qui pourrait commencer à se faire même avec l'étape des idées, c'est quand même la formation des délégués, des artisans de budget, qui pourrait se faire dès le mois de juin. Donc, le recrutement de ces gens-là. Puis là, à ce moment-là, il y a une décision à faire. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se poursuivre durant l'été ou est-ce que ça va plutôt aller à l'automne? Donc, c'est encore cette petite phase-là qui doit être déterminée. D'ailleurs, le comité directeur se rencontre prochainement pour parler de ça. OK. Merci. Merci. En fait, le délégué de budget est principalement un des artisans importants là-dedans. Puis il faut commencer dès juin pour commencer à aller chercher ces gens-là. Alors, on continue. Alors maintenant, on parle d'admissibilité. Donc, le comité directeur souhaite rendre le budget participatif le plus inclusif possible, puis parce qu'un de ses objectifs est justement d'encourager la participation civique de ses résidents. Le comité directeur recommande au conseil municipal que quiconque demeure à Dieppe et qui est âgé, on dit de 12 ans, mais vraiment, ça, je vais l'expliquer un peu plus en détail si vous me permettez, ça va encore plus jeune que ça, okay? Pourra participer à toutes les étapes. Et si vous me permettez, je vais l'élaborer un peu. Donc, dans le budget participatif, il y a trois étapes. Donc, il y a la soumission des idées. Ça, ce que le comité directeur vous recommandait, dans le fond, c'est que n'importe qui peut soumettre une idée. Sans âge, sans restriction, sans géographie. Et le bénéfice de ça, un bon exemple, c'est s'il y a un entrepreneur qui désire investir, il n'est peut-être pas résident de Dieppe, mais il y aurait une bonne idée dont Dieppe pourrait bénéficier. Pourquoi il ne pourrait pas soumettre juste une idée? C'est tout ce qu'il fait, il soumet une idée. Okay? L'autre étape, c'est les délégués budgétaires. Donc là, c'est là où on développe puis on prépare les idées. Le comité directeur a été assez, comment dire, audacieux. Et vous propose d'aller encore plus loin que des villes comme Boston qui, eux, ont été jusqu'à l'âge de 12 ans. Nous, ce qu'on vous proposait, c'était que, dans le fond, même un enfant pourrait développer une idée tant et aussi longtemps qu'il soit accompagné de quelqu'un qui soit au moins âgé de 14 ans. Puis le but de ça, c'était justement de rendre ça commencer jeune, là, avec les gens. Puis on était de nombreuses mamans dans la foule, puis on disait, mais pourquoi si un enfant veut s'impliquer, puis il soit accompagné d'un adulte, puis il y a le consentement des parents, pourquoi pas? Donc, ça, c'est encore là, on sème l'idée. Puis enfin, mais il y a l'étape du vote.
Et là, au vote, là, c'est un peu plus, on a dit, ce sont les résidents de Dieppe qui peuvent voter pour les projets. Fait que vous voyez, ça commence assez large pour justement avoir toutes les idées possibles pour que Dieppe puisse bénéficier de ça. Jusqu'à son vote, bien, ce sont les parties prenantes qui seraient justement les résidents. Puis je pense qu'on allait jusqu'à la 6e année. Luc? À partir de 6e année, c'est ça. On ne dit pas 12 ans parce que, comme tu sais, Dominique, il y a des jeunes qui ont 11 ans. Fait que dès la 6e année, si tu es résident de Dieppe, tu pourrais voter. Il y a des questions, commentaires? Madame Dallaire. Comment est-ce qu'on va gérer le processus du vote pour vérifier la résidence des gens? Je ne voudrais pas trop compliquer l'affaire non plus, mais juste pour que je comprenne comment est-ce qu'on a visionné ça. C'est une très bonne question technique. C'est un peu ça pourquoi on a nos consultants du budget participatif. Donc, eux autres ont mis des mécanismes en place à d'autres villes pour assurer qu'il y a une pièce d'identité ou des choses comme ça qui permettent de justifier que les gens qui votent sont bel et bien des résidents. Merci. D'autres questions? Alors, il semble que les choses avancent bien. Excellent. Ça avance bien pour nous. Les types de projets admissibles, en fait, comme on a mentionné tantôt, on ne veut pas mettre des barrières. Donc, le comité juge que la municipalité accepte des idées de projets d'immobilisation ainsi que des projets de programmes et services, donc provenant du budget de fonctionnement ainsi que du budget d'immobilisation. Nous, ce qu'on veut, c'est un budget qui n'est pas lié, il n'y a pas de contrainte sur le budget, que ce soit immobilisation ou service. C'est ce qu'on souhaite. Toutefois, certains paramètres pourraient être mis en place pour encadrer ceux-ci, détails à finaliser lors du prochaine réunion du comité directeur dimanche. On est déjà actif dimanche prochain. À titre d'exemple, puis là, c'est encore à titre d'exemple, selon le montant qui peut être attribué, on souhaite établir un plafond sur certains types de projets, exemple immobilisation à 50 000 $ et programme à 10 000 $. On souhaite favoriser des projets de développement communautaire qui encourageraient le rapprochement des gens du quartier tout en prenant des infrastructures déjà en place. Donc, les gens ont des idées. Comme je vous ai dit tantôt, ils sont créatifs, ils ont des idées, ils ont des projets. On va leur donner l'opportunité d'aller les développer. C'est ça qu'on veut faire. Donc, ainsi, souvent, c'est une question de bailleurs de fonds que les projets ne se réalisent pas. On va leur offrir cette opportunité-là, mais on ne voulait pas de contraintes, de restrictions par rapport à le lien de l'argent versus un projet d'immobilisation ou service. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à les projets de type? Alors, Mme Dallaire. Merci, M. le maire. Je lance le défi à mes collègues de se joindre à poser des questions aussi. Là, je me sens tout seul d'avoir posé des questions. C'est correct, ça va bien. Oui. De votre perspective, pour les services, voyez-vous ça comme des services ponctuels d'une année ou voyez-vous que ce serait des choses qui se perdureraient d'année en année, qui seraient ajoutées à la masse des services déjà offerts à la municipalité? Bien, essentiellement, ce qu'on aimerait avoir, ce sont des services qui seraient durables dans le temps. Okay. Ce que tu ne veux pas créer, c'est une opportunité ponctuelle, puis ça s'évapore dans un an. Ce qu'on veut avoir, c'est ça. Mais je vous dis tout de suite, les projets, lorsqu'on lance des idées, on lance des choses, c'est difficile de moi de vous dire aujourd'hui, ça ne sera pas ça, mais essentiellement, l'idée derrière, c'est qu'on veut des projets qui sont durables dans le temps. Si je peux me permettre d'ajouter à ceci, c'est là où est-ce que l'étape du délégué budgétaire est tellement importante. Parce que le rôle du délégué budgétaire, c'est de développer l'idée. C'est la personne qui va aller rencontrer les gens à la ville de Dieppe, à recueillir les informations, voir la faisabilité, qu'est-ce que ça s'est fait ailleurs. C'est beaucoup de travail, puis c'est là où est-ce que ça se concrétise plus. Puis des fois, des idées, comme Dominique dit, ça peut être l'air beau sur papier, mais quand ça arrive dans les vrais faits, ben c'est là où est-ce qu'on juge ces choses-là. C'est vraiment l'étape du délégué budgétaire, un peu de ce que j'ai compris, Luc. Juste une autre question. Avez-vous, peut-être, vous l'avez dit, puis je l'ai manqué, mais y a-t-il un pourcentage qui serait pour les infrastructures ou vous laissez ça libre, autant libre que possible? On essaie pour la première fois de donner liberté parce que
ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas inhiber la créativité chez les gens. Si on dit, bon, OK, ben, tu as 200 000 en immobilisation ou tu as 250 000 en immobilisation puis 50 000 en service, bien, on ne veut pas que les gens se disent, ben, moi, je ne vais pas le faire parce que ça ne va pas fonctionner, il y a juste 50 000 puis mon projet, il vaut X. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas de lien. Donc, non, pour nous autres, c'est pas, ça pourrait être essentiel. Ça pourrait être, si on veut un budget de 300 000, ça pourrait être 300 000 en immobilisation. Tout de suite, c'est les idées qui sont développées. C'est là qu'on va aller. C'est un petit peu difficile pour nous de vous dire exactement, mais ce qui n'est pas, c'est qu'on veut les deux, mais ça va dépendre des idées qui vont être préconisées selon la communauté. Là. Je trouve que c'est innovateur comme approche parce que, évidemment, c'est que ça va au vote, puis la masse des gens votent pour des tels services. C'est signe qu'il y avait un besoin de la communauté qui n'était pas répondu. Alors, je vous félicite. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais pensé, mais je trouve que c'est une bonne approche. Merci. D'autres questions? On continue. Alors, Dominique, mon collègue, a déjà réchauffé la place en donnant des chiffres. Donc, si vous avez suivi son fil d'idées, ce qu'on vous recommande, dans le fond, c'est d'allouer 300 000 $ au budget participatif. On s'est inspiré un peu de ce qui se fait à Saint-Basile-le-Grand, qui est l'autre communauté au Canada, la seule autre, qui, eux, donnent, si je ne me trompe pas, 200 000 pour 17 000 habitants. Donc, nous, évidemment, en étant innovateurs créatifs, on voulait se démarquer. On a dit, on va à 300 000 $, puis on met Dieppe sur la scène internationale. Ça, c'est le gros montant qu'on vous propose. Il faut penser aussi que Saint-Basile-le-Grand étant une ville qui est plus rurale, nous, on pensait qu'étant une ville vraiment urbaine, qu'on est vraiment... parce qu'il y a une partie de Saint-Basile-le-Grand qui est agriculteur. Il y a une partie communauté urbaine, mais la grande partie est rurale. Tu connais ça? Oui, j'ai grandi à Saint-Hubert. C'est ça. Des sur la rive sud de Montréal. C'est ça. Face au montant ou... Réaction, commentaire? S'il n'y a pas de lumière rouge, je crois que c'est bon. C'est bon, on décolle, Luc, on y va. Mais il n'y a pas de lumière là. Pas encore. C'est pas une rouge. Évidemment, le montant sera... on apprécie la recommandation. Je sais que quand on a eu les toutes premières discussions, il me semble qu'on avait parlé d'un montant autour de 200 à 250 000. Il me semble que c'est les chiffres qui avaient tourné autour de la table lorsqu'on en a parlé l'an dernier. Alors, évidemment, là, on devrait prendre en considération le budget qui nous sera... les recommandations qui nous seront amenées, la proposition gagnante ou les propositions gagnantes, selon le cas. C'est certain que avant qu'on lance la chose, il faudra que le Conseil s'arrête sur un montant prédéterminé de façon à aider les acteurs à livrer la marchandise. Sans vouloir prédire le résultat des discussions du Conseil au préalable, je pense qu'on est dans le champ, à l'intérieur des paramètres, un petit peu comme d'un champ de baseball, et non pas un champ ouvert. Alors, c'est ça. Question, M. le conseiller Godet. Un champ intérieur... Avec une bouchure, comme ils disent à Bouctouche. Versus le champ extérieur. Dans le champ extérieur, on est encore dans le terrain de balle. C'est ça. Puis je pense qu'on est capable de dépasser le champ intérieur. Pour moi, le 300 000, c'est certainement un minimum que je vois. J'aurais plutôt pensé à 1%. Puis je pense que pour que ce soit une démarche qui soit valable et qui reflète ou qui soit coordonnée à nos capacités, je pense que ça pourrait être 1% du budget. Puis ça serait encore plus que ça. Alors, ça va être certainement ma position, parce que je pense que la sagesse populaire, on doit se brancher dessus, puis on doit la mettre en pratique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
J'ai toujours joué dans le champ extérieur, puis moi, je me sentais partie de l'équipe. En autant que vous avez attrapé toutes les balles. Monsieur Leblanc. Une bonne réputation pour ça. Merci, Monsieur le maire. Moi, personnellement, le chiffre de 300 000 $, je serais quand même assez confortable. Puis, c'est quelque chose qui continue aussi. Alors, le processus peut être évalué annuellement, dépendant des propositions qu'on va recevoir du processus. Alors, je pense que c'est un beau début. Puis, si on doit avoir avec les idées de le processus augmenter en valeur, mais c'est quelque chose qu'on va vivre au fur et à mesure des années. Alors, moi, je pense que c'est un beau début. Merci. Merci, M. Leblanc. Quelqu'un d'autre? M. Thibodeau. Maire. Bien, moi, question de montant, je pense que je ne serais pas nécessairement à l'aise avec le 1 % pour une première expérience. Je ne dis pas que je ne serais pas pour ça éventuellement, mais pour une première expérience, je pense qu'il faut être un peu modeste. Puis, si on voit que l'expérience est probante, que c'est intéressant, et que ça fonctionne bien, je pense qu'à ce moment-là, on serait avantagé de l'augmenter jusqu'au 1 %. Merci. Je pense qu'un cent de taxe représente 280... Je pense autour de 280, 275, 280 représente 1 cent de taxe Dieppe. 1 % est de beaucoup supérieur à ça, là, on s'entend. On parle essentiellement 1,5 cent. Alors, c'est un peu la grandeur des choses, juste pour mettre les choses en contexte. OK. Alors, merci de la présentation. On continue à apprécier le travail qui est fait par nos bénévoles, surtout en première instance, tout le côté organisationnel, toute la démarche à partir du comité organisateur au tout début. Beaucoup de gens qui se sont impliqués. Je sais que le conseil municipal y croit beaucoup. Depuis l'élection de ce conseil ici, en 2012, on a beaucoup parlé d'implication communautaire de plus en plus, d'amener les gens. Il y a des exemples de ça un peu partout au cours des 3 dernières années. C'est certainement l'intention du conseil, je crois que je parle au nom du conseil dans ce cas ici, de vouloir continuer cette démarche d'ouverture, de démocratisation de l'hôtel de ville. On en voit une autre preuve ce soir juste avec la diffusion en direct de nos 3 réunions mensuelles. C'est un autre bel exemple de ça. Et cette expérience-là, je suis convaincu, va continuer aussi. Alors, merci beaucoup pour vous autres, puis on continue. Merci bien. Monsieur le maire, un mot de fin, si je peux. Oui, absolument. J'aimerais juste souligner la présence de 2 de nos collègues du comité, dont une jeune de Mathieu Martin. Il faut le faire, de dire un lundi soir, elle vient. Fait que ça vous démontre le bel engagement qui est en train de se créer. Moi, c'est un des comités les plus amusants, les plus divertissants et enrichissants sur lequel je siège depuis un bout de temps. Fait que, merci beaucoup. C'est bien. C'est parti. Pardon? Non. Alors, maintenant, pour les rapports de comité, je pense qu'on n'a seulement qu'un ce soir, si je ne me trompe pas. Oui. Sur le premier comité, je pourrais peut-être donner quelques mises à jour, mais pas un rapport officiel. Oui, OK. Non, ça va. Alors, si vous me permettez, Monsieur le maire... En premier lieu, le premier que j'ai à mon ordre du jour, moi, c'est le rapport du comité
permanent du Conseil stratégie, c'est le rapport de Mme Dallaire. Allez-y, non, c'est... Moi, j'ai 5.4.1, qui est le prochain item à l'ordre du jour, qui est le rapport de Mme Dallaire. C'est peut-être un différent ordre du jour, là, mais peu importe. Mme Dallaire. Merci, Monsieur le maire. Je tenais à faire un compte rendu au nom du comité consultatif de la francophonie de la ville de Dieppe pour donner un bref aperçu du travail qui a été fait depuis la dernière année, puis aussi de présenter une recommandation qui vient du comité au conseil municipal pour sa considération avant que le personnel puisse entamer le travail nécessaire pour voir son suivi. Avant de commencer, je voulais présenter c'est qui les membres du comité. Dans la présentation que vous avez reçue au préalable, il y a eu des petits changements aux membres du comité. On a 2 membres du comité, pour diverses raisons, ont décidé de ne pas renouveler leur mandat. Il y a Madeleine Arsenault, qui est la représentante jeunesse, qui ne renouvelle pas son mandat. Alors, il va falloir trouver quelqu'un pour la remplacer. Il y a aussi Serge Milou, qui est représentant de la communauté, qui ne renouvelle pas son mandat lui aussi. Puis ce poste-là a été récemment comblé. On a fait la nomination ici au conseil de Mélissa Daigle pour remplacer cette nomination-là. Les autres membres du comité, on a Luc Péliveau, qui est le représentant d'une institution scolaire. On a France Casey, qui est la représentante de la communauté. On a Isabelle Mickey-Alain, qui est la représentante de la communauté. Yvan Roy, qui est représentant d'une institution postsecondaire. Puis Philippe Thériault, représentant de la place Champlain. Puis aussi, il faut remplir le poste de commerçant de la ville de Dieppe. Puis j'ai fait quelques appels, mais je n'ai pas réussi à date de combler ce poste-là. Puis, durant la dernière année, ça fait un certain temps qu'on reçoit des présentations pour nous informer parce qu'on voulait faire un plan de travail à long terme pour élaborer notre plan d'action. On a eu des présentations du ministère de l'Éducation au sujet de sa politique d'aménagement linguistique et culturel. On a aussi eu le district scolaire francophone sud qui a venu nous présenter au sujet de leur travail en construction identitaire. Puis on a aussi été présenté les diverses initiatives que la municipalité fait comme telles qui toucheraient le travail du comité. Puis des exemples de ça, ce serait la politique du patrimoine de Dieppe, la politique culturelle de la ville de Dieppe. Puis, une fois qu'on est plus proche de finaliser ou une fois qu'on a finalisé un plan d'action, ça me fera plaisir au nom du comité de présenter les volets sur lesquels on va travailler. Une des choses qu'on a passé beaucoup de temps à discuter, c'était de prendre connaissance de ce qui se passe au sein de nos organismes accrédités. Puis la place que prend la langue française dans leur structure administrative et aussi auprès de la communauté. Quand il y a des feuilles de match, est-ce qu'ils sont bilingues, beaucoup de questionnements qu'on se posait, puis on n'a pas un portrait clair de ce qui se passe dans la communauté. Puis ça va nous prendre des données pour vraiment élaborer un plan d'action de comment est-ce qu'on veut orienter nos suggestions au conseil municipal. Puis des thèmes possibles de ce sondage-là seraient la communication avec les membres, comment est-ce qu'ils communiquent avec, par courriel, leur site web, les réunions et autres, est-ce que ça se passe dans les 2 langues, en anglais ou en français. Puis comment d'argent, de leur budget, de leurs ressources qui affectent à la langue. La langue d'usage lors de leurs réunions CA, AGA, entre parents, des équipes. Puis aussi, on se pense qu'on pourrait peut-être créer une synergie entre les organismes parce que je suis sûre qu'il y en a qui ont des pratiques que d'autres organismes pourraient bénéficier d'eux. Si on pourrait aller trouver qu'est-ce que des pratiques gagnantes, on pourrait se partager entre organismes.
Puis aussi leur documentation, leur statut, règlement, description de tâches, formulaire, etc., feuille de match, est-ce que c'est dans les deux langues? Puis quand ils offrent la formation à leurs bénévoles, dans quelle langue ça se passe? Leur présence d'arbitre officiel, etc. Alors, on aimerait de pouvoir compiler ces informations-là. Puis de ça, je comprends, tout de suite, il y a un sondage communautaire qui est en train de se monter à l'intérieur de la municipalité. Alors, si le conseil serait d'accord, ça serait quelque chose qui pourrait être incorporé de ce sondage-là pour que le comité puisse effectuer son travail. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport comme tel? Merci pour le travail et je suis convaincu que M. Bourque aura pris en note la question du sondage et comment le sondage peut incorporer certaines de ces questions. Merci. Pour retourner à l'ordre du jour, pour le comité consultatif d'accessibilité, quelques mots de notre collègue M. Béliveau. Merci, M. le maire. C'est long à vous venir parce qu'on a continué à éprouver je ne vais pas dire des difficultés, mais des défis à vouloir avancer le projet. Ça a à faire avec le transport en commun. Et c'est une étude qu'on a demandé d'être complétée par un professeur de Mount Allison. Et l'individu, je pense, nous a remis quand même quelques éléments que le projet avançait. C'est un projet qu'il avait fait avec quelques-uns de ses étudiants comme chercheurs. Alors, comme que vous pouvez bien comprendre, des étudiants en plein temps qui essaient de travailler sur un projet de recherche, ça ne peut pas se faire aussi vite que si quelqu'un le prenait à plein temps. On s'attend d'avoir, je pense, un compte rendu, si je ne me trompe pas, M. Richard, à la prochaine réunion du comité à la fin du mois. À ce moment-là, on aura des données qui nous seront très utiles à démontrer justement l'usage, l'accessibilité, justement, pour notre transport en commun de la part de la population de la ville de Dieppe. Et ça nous donnera justement des renseignements pour formuler des recommandations pour revenir au conseil. Alors, c'est ça le gros dossier qu'on travaille dessus pendant les mois d'hiver. Ça nous donne l'impression qu'on n'a pas chômé pendant l'hiver, mais malheureusement, on n'a pas eu autant de réunions qu'on aurait voulu, mais en attente du rapport du prof de Mount Allison qui avait des contraintes de temps également. Alors, c'est un peu ça, M. le maire. Merci. Merci. Du côté du comité consultatif sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, je sais qu'il y a eu un rapport de soumis à la dernière. OK, merci. Sur le comité consultatif de l'environnement, notre collègue Jean-Marc n'est pas ici, mais je pense que je suis d'une position de pouvoir parler pour le comité, étant donné que j'ai assisté à la dernière réunion du comité, qui était la première réunion depuis le mois de juin l'an dernier. C'est un comité qui a eu extrêmement de difficultés à trouver des espaces de rencontre, mais il semble que ça voudra s'améliorer au cours des prochains mois. Ayant dit ça, on a eu une réunion le 26 de mars où on a discuté quelques dossiers à l'ordre du jour, dont celui qui nous avait été présenté sur les changements climatiques par le groupe de jeunes étudiants et étudiantes. Mademoiselle Chavary est venue présenter le programme Horizon, sur lequel le comité va réfléchir pour amener une recommandation au conseil municipal. Puis l'autre programme qu'on a discuté est le programme de plantation d'arbres avec notre employé Justin Poirier, qui a grandement discuté le programme au complet sur d'identification du programme, des activités, des arbres qui sont recommandés pour être plantés, prenant en considération les changements climatiques. Notre réunion suivante avait été cédulée pour jeudi la semaine passée. Alors, si vous vous rappelez bien, c'était notre soirée de reconnaissance des bénévoles. Alors, on a cancellé cette réunion-là et on cherche maintenant une date dans les plus brefs délais qui peut accommoder un quorum, parce que ça a été un problème au niveau de ce comité-là d'avoir un quorum. Mais entre autres choses, on les a encouragés à participer
aux conférences qui vont prendre place, je crois, c'est cette semaine, demain et mercredi, sur les changements climatiques. D'ailleurs, je pense que tous les membres du Conseil ont reçu un avis là-dessus. Je pense que la présentation de demain soir est à Un homme à l'enfant et celle de, je ne vais pas me tromper, celle de mercredi serait à... On active M. Richard dans le fond de la salle sur l'Internet pour trouver pour être sûr qu'on a la bonne information à vous communiquer. Mardi au Carrefour et Un homme à l'enfant mercredi. 19h dans les deux cas. Et essentiellement, ce qui sera présenté, bien, les membres du Conseil, vous l'avez déjà vu. Maintenant, ça sera présenté au public. C'est l'impact des changements climatiques sur la municipalité. Alors, c'est un sujet qui va certainement nous affairer beaucoup au cours des prochaines années pour prendre des décisions sur le sujet. Alors, c'est un peu les items ou un rapport que je dirais très préliminaire de la part du Comité de l'environnement que je vous fais ce soir. Comité consultatif, on a entendu le rapport. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions de la part du Conseil, ceci conclut les présentations pour ce soir et on va souhaiter à tout le monde une bonne fin de soirée. Merci.